Bonjour à tous, bienvenue au Jeudi de la recherche paramédicale proposé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. Aujourd'hui, la parole est donnée à Sophie Hameau pour une présentation de son parcours et de ses projets de recherche, dont la thématique principale est la marche et la rééducation. Nous vous inviterons à poser vos questions à l'issue de sa présentation, soit en prenant directement la parole, soit dans le fil de discussion qui s'affichera à votre écran, comme vous le souhaitez. Sophie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous pouvez juste me faire un retour si vous voyez bien mon écran? Oui, oui, c'est parfait. Okay. Vous pouvez Super, pardon, excusez-moi. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Merci Axel pour cette invitation à venir présenter mon parcours dans ces jeudis de la recherche paramédicale. Donc, je suis kiné de formation et j'ai un doctorat en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain. Et je vais vous présenter un peu tout mon parcours, mon poste actuel et mes projets de recherche actuels. Alors, pour commencer mon parcours, alors, je suis kiné depuis 2004. Et initialement, j'ai une activité de prise en soin des patients atteints de lésions médulaires dans un hôpital à Garches, l'hôpital Raymond Poincaré, où j'ai exercé pendant 5-6 ans avec un travail très riche, très intéressant. Et puis, au bout de 6 années de pratique, je me posais beaucoup de questions sur les tests que j'utilisais, sur les pratiques que je réalisais. Et j'avais envie de démontrer l'efficacité de certaines des techniques qu'on pouvait mettre en place. Et donc, j'avais un intérêt vraiment pour la recherche. Mais alors, en 2004, il faut situer un peu, on n'avait pas du tout dans nos formations de modules recherche ou autre. Donc, j'avais un réel besoin de me former, d'avoir des formations complémentaires pour pouvoir développer des projets de recherche. D'où l'idée de réaliser un master recherche. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait en 2009. Donc, j'ai réalisé un master recherche à l'Université de Paris-Nanterre, rattaché au STAPS. Donc, un master recherche, spécialité contrôle moteur. Alors, du coup, j'ai pu rentrer directement en Master 2. Alors, à l'époque, on n'avait pas le niveau Master, mais via une validation des acquis d'expérience. J'avais une partie déjà dans quelques enseignements en école de kiné, quelques articles dans des revues professionnelles. J'ai pu intégrer directement un Master 2. Que j'ai fait le choix de faire en 2 ans, par contre, parce que je le faisais en parallèle de mon activité professionnelle. Et donc, du coup, voilà, je l'ai fait en 2 ans pour pouvoir mener aussi un projet de recherche de façon intégrale. J'ai voulu vraiment faire l'ensemble d'un projet pour découvrir un peu toutes les parties, toutes les facettes d'un projet de recherche, de l'écriture du protocole, à la réalisation du CPP, aux inclusions des patients, au traitement des données, jusqu'à la publication. Et donc, tout ça, ça a pris un petit peu de temps. De l'idée en 2009, en fait, la publication finale dans un article scientifique, elle a été faite en 2014. Donc, vous voyez un petit peu le temps que ça a pris. Du coup, ce projet de recherche, pour le décrire rapidement, je vais essayer de le décrire à chaque fois assez rapidement. Elle part d'une boiterie qui est présente chez les patients, le stiff knee gait, qui est une diminution de la flexion du genou en phase oscillante de la marche. Et alors, il y a différentes causes qui peuvent expliquer cette boiterie, et en particulier la spasticité d'un muscle du quadriceps. Et donc, il y a des traitements qui sont faits, qui sont des injections de toxines botuliques pour diminuer cette spasticité. Alors, il y a une efficacité qui a été démontrée, mais l'objectif de mon étude, moi, c'était de connaître les effets de ces injections sur la spasticité et sur la force des différents muscles, du muscle injecté et de son antagoniste, évalué de façon standardisée avec un dynamomètre isocinétique. Donc, dans cette étude, c'était une étude pilote qui a été réalisée chez des patients hémiparétiques chroniques spastiques qui marchaient avec un stiff knee gait. On a inclus 14 patients et on a réussi à montrer qu'à 1 mois de l'injection, donc on avait une diminution de l'intensité du stretch réflexe, mais aussi un décalage dans le temps, plutôt dans le secteur articulaire du pic de cette résistance. Et on a pu montrer une diminution de la force du muscle injecté, c'est ce que vous voyez en haut. Donc, on a une diminution de la force des extenseurs du genou, quelle que soit la vitesse de contraction.
et une augmentation, par contre, de la force de l'antagoniste, donc des fléchisseurs du genou. Voilà donc pour les résultats principaux de cette étude. À la suite donc du master, on m'a proposé de réaliser une thèse qui a débuté donc, en 2012, que j'ai réalisée avec les mêmes co-directeurs que mon master, donc le professeur Jamel Bensmaïl et Raphaël Zori. Et donc, c'est une thèse que j'ai réalisée à l'Université de Paris-Saclay, à l'école doctorale Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain. J'ai pu réaliser cette thèse parce qu'il y avait un financement possible donc pour la coordination d'un PHRC, qui était donc une étude multicentrique, randomisée, contrôlée, donc sur la rééducation des patients atteints de sclérose en plaques. Et donc, du coup, j'avais donc un financement, un détachement pour coordonner cette étude dans les différents centres et pour participer aux évaluations dans le cadre du recrutement sur l'hôpital Raymond Poincaré. Donc, c'est une thèse que j'ai soutenue en 2017 qui portait donc sur la caractérisation de la fatigue et de la fatigabilité chez les patients atteints de sclérose en plaques, spécificité et adaptation à la rééducation. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé en 2012, terminé en 2017, donc c'est un peu plus long que les thèses habituelles, qui normalement durent 3 ans, ce qui était lié au temps de manip qui était important dans le cadre de ce projet de recherche. Et puis aussi, voilà, aux événements de la vie. Moi, j'ai eu un enfant pendant ma thèse, donc ça a rallongé un petit peu plus la durée de la thèse. Et donc, dans le cadre de cette thèse, il y a 3 articles qui en sont sortis. Je vais vous parler rapidement de chacune des 3 études. Alors, d'abord, pour resituer un petit peu, la fatigue, c'est une perte subjective d'énergie physique et ou mentale perçue par l'individu comme interférant avec ses activités usuelles et désirables. Cette fatigabilité, elle touche énormément de patients atteints de sclérose en plaques en fonction des études, 75 à 95% des patients. Et pour 40% d'entre eux, c'est le symptôme le plus gênant. Donc, la fatigue, c'est, on va dire, quelque chose de subjectif, une perte d'énergie. La fatigabilité, quant à elle, c'est une diminution de la performance. Donc, il s'agit d'une diminution de la capacité, là, en l'occurrence, du muscle à produire de la force. Et donc, nous, on a évalué surtout la fatigabilité donc, physique, motrice. Et on sait qu'on a une augmentation de la fatigabilité chez les patients atteints de sclérose en plaques. Dans le cadre de ma thèse, on a évalué donc la fatigue avec des échelles de fatigue, notamment la MFIS, la Modified Fatigue Impact Scale, et la fatigabilité. Nous l'avons évaluée donc, du côté le plus déficitaire, avec un protocole bien précis sur un dynamomètre isocinétique, et notamment avec une épreuve de fatigabilité avec 50 contractions du quadriceps en concentrique sur dynamomètre isocinétique. Alors, la première étude, elle visait à connaître le lien entre les performances locomotrices et la fatigue et fatigabilité des patients. Et donc, on a recruté 30 patients atteints de sclérose en plaques avec un EDSS inférieur ou égal à 6. Et nos résultats principaux étaient que les performances locomotrices n'étaient pas en lien avec la fatigue ressentie, ni avec la fatigabilité, en tout cas évaluée par 50 contractions du quadriceps. Et les facteurs explicatifs de la performance au test de marche de 6 minutes, qui est un des tests qu'on utilise très fréquemment, elle est plutôt en lien directement avec le score EDSS, avec la force globale des muscles clés du membre inférieur, avec la force des extenseurs du genou en situation de fatigue, donc les 5 dernières contractions de notre protocole de fatigue, et avec la force isométrique des fléchisseurs du genou. Voilà, et donc notre étude ne montre pas de lien en tout cas avec la fatigue directement. La deuxième étude qui a été réalisée dans le cadre de cette thèse, elle portait donc sur la fatigabilité lors de contractions maximales concentriques lors du protocole de fatigue. Alors, on a voulu évaluer cette fatigabilité donc, chez les patients atteints de sclérose en plaques. Donc, il y a 38 patients qui ont intégré cette étude, qu'on a comparé à 14 sujets sains à parier. Et donc, les résultats principaux, donc en vert, vous avez les sujets sains et en gris, les patients atteints de sclérose en plaques. Donc, on voit en couleur plus foncée, c'est avant le protocole la force avant le protocole de fatigue, et en plus clair, la force développée après le protocole de fatigue. On voit que les sujets atteints de sclérose en plaques sont plus faibles, et on voit en revanche qu'il y a une moins grande diminution de force, donc une fatigabilité moins importante chez les patients atteints de sclérose en plaques par rapport aux sujets sains.
Et là, donc, c'est le pic de coupe développé, donc la force développée au cours du protocole de fatigue. Donc, on voit chez les sujets sains en haut et chez les patients atteints de sclérose en plaques en bas. Et donc, on voit sur ce schéma, au cours du protocole de fatigue, que les patients atteints de sclérose en plaques ont une fatigabilité qui est moins importante au cours du protocole par rapport aux sujets sains, qui perdent de façon plus importante en force. Ensuite, donc, la troisième étude, elle visait à évaluer l'effet d'un programme de rééducation combiné sur la fatigue et la fatigabilité. Donc, dans le cadre de cette étude, il y a 23 patients qui y ont participé et qui ont suivi un programme de rééducation qui consistait en des séances de kinésithérapie ciblées surtout sur le travail de la marche et de l'équilibre, un programme de renforcement musculaire sur dynamomètre isocinétique et un réentraînement à l'effort en endurance d'une trentaine de minutes en aérobie. Dans le cadre de ce protocole, donc on a ici sur la figure les données des patients avant l'entraînement, donc en noir, et après l'entraînement en gris clair, les triangles. On voit que suite à l'entraînement, les patients ont gagné en force initiale, vous voyez le gap, le gain. En revanche, de façon assez surprenante, les patients arrivent à un même niveau de force en fin de protocole de fatigue. Donc, on a réussi à augmenter la force initiale développée, mais finalement, la force en situation de fatigue reste inchangée. Et donc, comme la fatigabilité, c'est le pourcentage de diminution de la force, on a même, dans le cadre de ce protocole, augmenté leur fatigabilité puisqu'il y a une plus grande diminution de force au cours du protocole. Par contre, pour ce qui est de la fatigue globale, les scores de fatigue ont diminué. Donc, le score total sur l'échelle MFIS et principalement le sous-score physique de fatigue a diminué. Donc, voilà pour les 3 travaux principaux qui ont été réalisés dans le cadre de cette thèse. Et à la suite de cette thèse, j'ai demandé la qualification au poste de maître de conférence. Donc, initialement dans la CNU section 74, qui correspond au STAPS, donc, que j'ai demandé en 2019. Et ensuite, il y a eu la création d'une section spécifique, la section 91, qui consiste en sciences de la rééducation et de la réadaptation. Et donc, j'ai postulé là en 2021 pour la qualification au poste de maître de conférence. Voilà. Ensuite, à la suite de tout ça, j'ai changé de vie, quitté la région parisienne et le laboratoire où j'étais pour vivre à Rennes. Et du coup, j'ai rencontré le professeur Bonan, que je remercie, et qui voilà, nous laisse une grande liberté sur les projets de recherche à mener au sein du CHU. Et actuellement, mon poste se découpe avec un mi-temps au sein de l'équipe d'appui à la recherche en soins, donc l'équipe IRS, dont je vais vous parler un petit peu plus, qui est une équipe toute nouvelle qui a été créée il y a environ 1 an. Un 30% d'activité clinique, en particulier au sein et avec une activité à l'unité clinique d'analyse du mouvement. Et après, des vacations d'enseignement, notamment pour le master IPA, pour la formation continue et pour l'Institut de formation en pédicurie, podologie, ergothérapie et massokinésithérapie de Rennes. Alors, pour faire un petit point spécifique sur l'équipe d'appui à la recherche, donc, elle a été créée il y a un peu plus d'1 an et donc elle est sous la direction de Marielle Boissard, qui est la coordonnatrice de la recherche paramédicale sur le CHU de Rennes. Et donc, on est 4 paramédicaux à avoir des mi-temps recherche pour promouvoir la recherche au sein du CHU. Et une de nos missions principales, c'est d'accompagner les paramédicaux dans le développement de projets de recherche. Alors, de l'émergence du projet jusqu'à la valorisation, c'est-à-dire la publication scientifique ou la présentation en congrès. Donc, dans ce cadre, on a créé des ateliers en pré-congrès, notamment pour la journée scientifique de recherche en soins 2022 et là pour la journée territoriale des soins qui va avoir lieu en 2023. Une de nos missions, c'est aussi de développer l'offre de formation continue avec des formations qui étaient déjà existantes sur la lecture critique d'articles, la revue de littérature, mais en proposant d'autres formations sur notamment la présentation au congrès ou sur l'écriture d'un article scientifique. Ensuite, on a aussi
pour mission de renforcer la communication, l'information sur les appels à projets, sur les dates de soumission pour des congrès, etc. Et de développer des partenariats avec les différents autres acteurs locaux à Rennes, voire un peu plus loin. Et on a aussi comme mission de développer nos propres projets de recherche. C'est pourquoi, du coup, je vais vous présenter maintenant mes projets de recherche actuels, et donc en particulier sur l'extenseur Trust. Alors, l'extenseur Trust est une boîterie qui est caractérisée par une augmentation, une extension rapide et brutale du genou lors de la phase d'appui de la marche, qui est fréquemment présente chez les patients atteints de pathologies neurologiques. Et dans ce cadre, on souhaite évaluer de façon plus précise cette boîterie et en tout cas essayer de standardiser l'évaluation qui, à l'heure actuelle, n'est pas réalisée de façon courante du tout. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser à terme des centrales inertielles pour explorer cette boîterie. Et donc, dans un premier temps, il nous faut déjà caractériser la marche des sujets sains et principalement des déplacements segmentaires du tibia lors de la marche, puisqu'il va y avoir un mouvement particulier du tibia lors de cette boîterie. Alors, dans ce cadre, on a ceux qui sont familiers avec l'analyse de la marche ont l'habitude de voir ce type de courbe où c'est l'angle du genou lors de la marche en fonction des différentes vitesses, à vitesse très lente en bleu jusqu'à une vitesse rapide en rouge. On s'intéresse énormément à ça puisque les patients souvent ont une marche beaucoup plus lente et beaucoup plus précautionneuse que des sujets sains qui marchent à vitesse de confort. Donc, il est intéressant d'aller explorer surtout des vitesses très lentes qui vont correspondre aux vitesses de marche des patients. Et donc, du coup, nous, on cible un petit peu plus aussi sur l'analyse des courbes du déplacement du tibia lors de la marche pour essayer déjà de mieux comprendre ces déplacements chez les sujets sains et les déplacements, la vitesse angulaire de ce déplacement lors de la marche. Puisque dans un deuxième temps, on est en train d'essayer de valider l'utilisation de centrales inertielles donc pour détecter justement cette boîterie, l'extenseur Trust, et pour la quantifier. Et dans un temps suivant, l'idée, c'est de proposer également un programme de rééducation et de l'évaluer. Donc, l'idée est de voir l'effet d'un programme de renforcement musculaire isocinétique des fléchisseurs et extenseurs du genou sur la vitesse de marche des patients hémiparétiques marchant avec un extenseur Trust. Donc, cette étude a reçu un financement CORESP. Donc, c'est un appel d'offres interne au CHU de Rennes qui existe et qui va nous permettre de réaliser cette étude, de la débuter très prochainement là au CHU. Voilà pour cette partie-là. Et puis, un autre de mes projets, c'est le projet MyoHero. Donc là, on est plus sur un projet de développement, d'innovation. Il s'agit de concevoir un jeu de rééducation. Et donc, c'est un projet et à terme, l'idée est d'évaluer la rééducation avec ce jeu de rééducation et d'éventuellement faire une étude multicentrique sur ce projet-là. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc, l'objectif principal, c'est d'augmenter l'activité des patients atteints de pathologies neurologiques et parce qu'on sait qu'ils n'atteignent pas les niveaux d'activité qui sont recommandés à l'heure actuelle et de maintenir la motivation et l'engagement des patients. Et donc, la solution qu'on propose, c'est un jeu sérieux de rééducation, alors sans manette. L'idée est de remplacer la manette par des capteurs EMG qui vont permettre de recueillir l'activité des muscles. Et donc, le patient va jouer grâce à ses contractions musculaires dans le jeu. Alors, ce projet il a été co-conçu à la fois avec des utilisateurs, des patients, qui nous font des retours sur leur satisfaction à jouer et puis les améliorations souhaitées dans le cadre de ce jeu. Et avec les autres utilisateurs, c'est-à-dire les professionnels de santé. Donc, on a fait des focus group avec des rééducateurs, avec des médecins du service de MPRA du CHU de Rennes. Et puis, on a aussi développé un questionnaire dans l'idée de recueillir l'avis des rééducateurs et des médecins pour savoir si ce jeu correspond à leurs attentes ou non. Et donc, de tout ça, on est sorti un pré-prototype
avec lequel on s'est lancé dans une aventure, donc le réadaptaton en 2022, qui avait lieu juste avant la SOFMER, donc il y a un congrès de médecine physique et de réadaptation, qui était donc un hackathon de la rééducation. On avait 24 heures pour avancer sur un projet d'innovation. Le projet a été retenu. On a eu la chance d'avoir le prix du réadaptaton. Et voilà, au cours de ces 24 heures, on a réussi à avancer énormément sur ce projet. Et donc, on a abouti à un prototype numéro 1 qui a l'avantage de pouvoir être utilisé, voilà, d'être transportable, d'être utilisable un petit peu partout. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur la première photo, mais on utilisait des capteurs qui étaient très coûteux, qui étaient disponibles au laboratoire d'analyse de la marche, mais pas du tout dans des milieux de services de rééducation. Donc, l'idée, c'était de réussir à développer un produit qui soit transportable et qui soit beaucoup moins cher pour pouvoir être utilisable dans les services de rééducation. Et là, donc, on est en train maintenant de développer un prototype numéro 2, donc grâce au financement qu'on a reçu par le prix du réadaptaton, pour avoir du matériel un peu plus qualitatif et pour développer encore nos différents jeux de rééducation. Et donc, là, juste pour vous dire rapidement, à la Team New Hero, on est deux principalement, Sébastien Cordillier et moi-même. Et puis après, on a énormément de personnes qui donnent un petit peu de temps, qui nous aident sur les différents éléments. Un musicien qui est venu nous aider aussi pour caler le rythme des musiques avec notre jeu. Des usagers qui ont participé au réadaptaton et qui continuent à nous aider en nous faisant leur retour. Donc voilà, c'est toute une équipe qui nous aide pour avancer sur le développement de ce jeu, qui continue et qui, on l'espère, fera quelque chose de chouette. Voilà, je vous remercie de votre attention et du coup, je vous ai mis mon adresse mail. Et si vous avez quelques minutes, il y a un petit questionnaire voilà, pour savoir si ce jeu correspond aux attentes. Alors, c'est plutôt ciblé sur les rééducateurs, mais voilà, du coup, si vous souhaitez y répondre. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Le QR code étant disponible, on va laisser les collègues réadaptateurs se connecter. Cliquez et puis on espère que vous aurez beaucoup de réponses. Et libre pour les personnes qui se sont connectées et qui souhaitent éventuellement interroger Sophie. Si vous avez des questions, allez-y, parce que moi j'en ai tout un tas, mais priorité aux personnes qui vous ont suivi. Allez, le temps que les premiers collègues se lancent, du coup, je me permets. Sophie, vous avez un parcours en fait qui est quand même très riche et très rapide entre votre diplomation initiale et votre cursus universitaire jusqu'au doctorat. On voit que vous avez un parcours quand même cursus recherche très rempli. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez été accompagné pour ces démarches que vous nous avez précisé que vous aviez été encadré par un médecin et un autre collègue que vous avez cité, mais dont vous ne nous avez pas donné forcément le titre. Et voilà, comment vous avez été accompagné et voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, alors c'est vrai que ça compte énormément dans mon parcours, cet accompagnement que j'ai eu. J'ai eu la chance au moment où j'ai commencé mon master d'être accompagnée justement donc, par le professeur Jamel Ben Smaïl, qui était le chef de service de l'unité où je travaillais en tant que kiné. Et puis, c'est aussi lui qui ensuite coordonnait le PHRC, etc. Donc, du coup, voilà, c'est important d'être accompagné par un médecin qui sait insuffler aussi cette dynamique de recherche dans les équipes. Et puis, j'étais aussi co-encadrée par Raphaël Zori, donc, qui était maître de conférence issu du STAPS, qui maintenant est professeur. Et puis aussi, dans une équipe, c'était très important. Moi, je viens de l'hôpital Raymond Poincaré qui, depuis toujours, a cette dynamique de recherche. J'ai eu la chance de faire ma thèse avec d'autres doctorants. On partageait le même bureau et il y avait vraiment une dynamique d'équipe.
parce que finalement, on a tous les mêmes freins, les mêmes hauts, les mêmes bas quand on fait des projets de recherche, parce que des fois, il y a une certaine lenteur sur certaines étapes. Et donc, du coup, on a vraiment vécu ça ensemble avec des collègues qui étaient aussi kinés, ergothérapeutes ou issus du STAPS ou ingénieurs. Et je crois que c'était vraiment une force d'être comme ça dans une équipe de recherche pendant ma thèse notamment. Et aussi accompagné par vraiment des médecins qui avaient une sensibilité à la recherche très importante, qui ont toujours relu voilà, de façon importante les articles pour essayer de faire avancer aussi, augmenter la qualité de ce qui pouvait être écrit. Donc, pour être sûr de ne pas dénaturer la nature de vos propos, finalement, un entourage assez complet, aussi bien de la part de vos responsables chefs de service que de l'équipe dans laquelle vous étiez finalement. Et en quoi cet accompagnement aujourd'hui vous aide et vous permet peut-être des choses, je sais pas, ou d'avoir des idées pour accompagner les professionnels rennais du coup? Oui, alors c'est peut-être surtout le fait d'avoir déjà conçu quelques projets de recherche qui fait que on sait voilà, les difficultés je sais les difficultés que j'ai rencontrées, à quel moment j'ai vraiment buté dans des éléments et du coup, ça permet peut-être de mieux guider par la suite d'autres personnes. Parce que c'est vrai que, par exemple, là, moi, je découvrais avec ce projet les études multicentriques qui sont quand même une grosse machine. Et voilà, c'est sûr, de l'avoir vécu, ça permet peut-être de donner après des conseils aussi aux autres. Et puis, vraiment, le fait d'être en équipe dans les projets de recherche, c'est souvent aussi ce que je peux conseiller à certains parce que comme il y a une certaine, parfois, lenteur de certaines démarches le fait d'être à deux, on arrive toujours à se remotiver, à repartir, à se rebooster pour continuer à avancer dans le projet. Voilà, donc voilà, le fait d'avoir vécu ce parcours, peut-être ça m'aide un petit peu plus à accompagner des personnes qui souhaitent se lancer dans ce type de projet. Peut-être les orienter vers justement le reste de leur équipe ou leur chef de service ou je sais pas, la direction de la recherche et de l'innovation. Alors oui, c'est vrai que nous, on intervient en fonction des projets parfois très Peut-être aussi ponctuellement. du CHU de Rennes, je sais pas. Et on renvoie en effet sur la DRI, par exemple, dès qu'il s'agit vraiment de faire le montage du projet ou quand il y a besoin de référents en termes de méthodologie de la recherche, de statisticiens ou autres. Parfois, nous, on est là un petit peu en amont, vraiment au moment de l'émergence du projet, quand il y a l'idée, mais qu'il y a besoin de petites pistes pour oser aller un peu plus loin et justement avancer et justement renvoyer les gens vers cette plateforme, la DRI, pour avoir un accompagnement par la DRI. Ou parfois, c'est au moment de présentation en congrès, par exemple, où on intervient beaucoup pour aider à la création parfois du PowerPoint ou en donnant des conseils sur ce qui est attendu lors de congrès scientifiques. Très bien. Une question complémentaire dans le chat. Comment conciliez-vous vos multiples casquettes, clinique, recherche, enseignement au quotidien? Je rajouterai avec un enfant. Deux maintenant en plus. Alors, avantage et inconvénient. Je ne sais pas si vous avez le droit de dire stop. Comment? C'est un vrai choix. Hein. C'est vrai que vraiment, la recherche, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, je souhaite avoir un maximum de temps dédié pour monter des projets de recherche. Là, j'ai la chance d'avoir un poste à mi-temps. Alors, il faut savoir que c'est des postes qui sont nouvellement créés, qu'a priori, ils ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Donc voilà. Après, je souhaite garder une activité clinique pour ne pas être trop loin. Et puis, c'est aussi ça qui nourrit parfois les idées de projets de recherche. Donc, c'est vraiment important pour moi de garder une partie clinique. Et puis, l'enseignement, ça me plaît aussi beaucoup. Donc c'est vrai que parfois, les emplois du temps sont difficiles à monter, à créer. Alors après,
voilà, sur les temps recherche, je suis quand même assez souple quand je n'ai pas d'inclusion de patients dans des projets de recherche. Donc, ce qui me permet de pouvoir voilà, parfois être plutôt sur de l'enseignement, plutôt sur de la recherche et de réussir à monter mon planning. Mais c'est parfois un petit casse-tête. Avantages, inconvénients, si on veut aller jusqu'au bout de la question? Avantages, inconvénients pardon. De toutes ces casquettes et de ces… C'est super parce que toutes se nourrissent les unes les autres. Enfin, les projets de recherche, je pense, nourrissent parfois certains enseignements que voilà, je peux réaliser, etc. Donc, c'est très enrichissant d'avoir ces trois casquettes-là. Et puis, inconvénient, en termes de temps, voilà, on dépasse parfois un peu largement le temps qu'on… Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est vraiment un choix d'avoir un petit peu ces trois casquettes-là. En complément, peut-être pour nos collègues chercheurs aussi, qui sont pour certains d'entre eux qui suivent les jeudis de la recherche paramédicale, est-ce que vos recherches aujourd'hui vous ont induit ou ont conduit à des changements de pratique ou au contraire ont consolidé peut-être une pratique qui était réalisée dans le cadre de la rééducation et où du coup vous vous dites ben non, il faut surtout rien changer parce que ce qu'on faisait c'est ce qu'il fallait faire? Oui, alors justement, notamment sur les programmes d'entraînement, par exemple, combinés qu'on pouvait proposer aux patients atteints de sclérose en plaques, il est vrai que ça nous a conforté dans l'idée voilà, de garder ce temps de prise en charge en rééducation de façon intensive et sur des programmes courts et intenses. Donc ça a vraiment conforté ce type de programme-là. Et après, c'est parfois juste des changements ou en tout cas une attention particulière. C'est vrai que sur la dernière étude que je vous présentais, où on essaye de voir les différents paramètres en fonction de la vitesse de marche des sujets. Voilà, le fait de ressortir les courbes, on a repris conscience vraiment à vitesse lente, finalement, le pic de flexion de genou en phase oscillante, il est vraiment diminué, même chez les sujets sains. Et il ne faut pas se tromper dans l'interprétation parfois quand on fait des bilans avec les patients parce que ce n'est pas pathologique finalement, c'est juste que si on compare par rapport aux données de sujets sains à vitesse spontanée, on est dans l'erreur en fait. Et du coup, ça nous a permis et on en a discuté au cours d'une réunion recherche, et on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on se pose à chaque fois et qu'on compare bien vraiment à la vitesse de marche du sujet pour avoir les bonnes déductions, les bonnes conclusions quand on analyse la marche d'un patient. On a une collègue qui n'a pas coupé son micro, mais je ne sais pas si elle a une question particulière. Il y avait une autre question. Ouais, bonjour, Sophie Amo et Émilie Gillier, du coup, coordinatrice du réseau. J'avais une question moi, sur votre dernier projet que vous avez présenté. Vous avez parlé, vous avez impliqué du coup les patients dans le montage du projet de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Comment est-ce que vous avez inclus, en fait, où vous avez trouvé les patients, où vous avez trouvé les patients, comment avez-vous recruté les patients peut-être qui ont participé au hackathon? Comment est-ce que, à quelles étapes est-ce que vous les avez inclus? Est-ce que c'est vraiment pour tester en fait le jeu ou est-ce que c'était plus en amont dans l'écriture du projet de recherche? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là et qu'est-ce que vous en ressortez en fait de cette expérience? Alors, il y a eu différentes phases, on va dire. Il y a eu une première phase où on a fait tester le jeu pour avoir vraiment des retours de façon assez large sur l'expérience ressentie par les patients. Est-ce qu'ils adhéraient? Est-ce que pas du tout? Et puis pour avoir un retour sur la vitesse, sur l'environnement, sur l'esthétique du jeu. Enfin voilà, vraiment pour avoir vraiment un retour très, très global, général. Et puis, si globalement, si on leur propose ce jeu, est-ce qu'ils seraient OK pour l'utiliser ou pas du tout? Est-ce que ça les intéresserait? Est-ce qu'ils en voient vraiment l'intérêt? Donc voilà, il y a eu toute cette phase un peu en amont. Et puis après, pendant le hackathon, alors là, c'était un peu particulier. Il y a 2 usagers qui ont participé dans notre équipe. Il faut savoir qu'on devait être 10, je crois, au maximum.
Et donc, on a un usager qui a fait une candidature spontanée pour participer au jeu. Hein, le hackathon, il y avait des affiches. Et donc, du coup, il a souhaité participer. Donc, du coup, on l'a inclus dans notre équipe et il a été très présent. Donc, régulièrement, il donnait son avis sur tout ce qui était fait au cours du hackathon et il nous donnait des pistes parfois de ce qui pouvait être intéressant. Et puis, après, moi, je souhaitais vraiment qu'il y ait 2 personnes au moins pour tester le jeu. Et du coup, après, j'ai sollicité une association, notamment donc France AVC 35, pour voir s'il y avait des personnes qui souhaitaient participer. Et il y a une personne qui a répondu positivement et qui est venue. Donc là, à la fin, en fin de partie du hackathon, une fois qu'on avait fait quasiment toutes les améliorations pour tester notre prototype final et pour nous en faire des retours à ce moment-là et nous dire ce qu'elle en pensait, etc. Donc, en fait, on va dire que les patients, ils interviennent régulièrement pour enrichir le jeu, pour nous aider à avancer, nous faire des retours et c'est comme ça qu'on essaye à chaque fois d'améliorer le jeu. D'accord, mais du coup, ils ne sont pas inclus, sont-ils inclus dans là, j'entends, ils sont inclus dans la conception finalement du jeu, enfin, ça, son amélioration. Est-ce qu'il y a eu une phase d'inclusion dans l'écriture du protocole de recherche, comment dire, quand les étapes, par exemple, on pourrait très bien imaginer, en fait, les voir sur les lettres d'information, donner la parole là-dessus. Est-ce qu'il y a un travail dans ce type-là ou pas du tout? Est-ce que c'était vraiment… Alors, à l'heure actuelle, le véritable projet de recherche, il n'est pas encore écrit. C'est un projet à plus long terme, une fois qu'on aura réellement un jeu qui sera… alors, ça avance, hein, on s'approche de quelque chose qui va être, voilà, on l'espère, définitif dans quelques mois, mais globalement, on est encore sur du développement à l'heure actuelle. Et donc, du coup, on souhaite, après une fois qu'on aura vraiment la version finale, voilà, mettre en place une étude multicentrique. Et là, probablement, peut-être qu'on les sollicitera aussi, les mêmes qui souhaitent continuer à participer hein, sur le projet, ceux qui sont venus lors du réadaptation, pour peut-être nous aider en effet sur la lettre d'information pour que ce soit plus lisible, plus clair pour les patients en tout cas. Mais voilà, à l'heure actuelle, ce projet de recherche n'est pas écrit, c'est un projet pour la suite. Ah bah merci beaucoup. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que de plus en plus, pour publier dans les grandes revues, on a besoin en fait de cette implication patient. Peu qui le font aujourd'hui, donc je trouve ça hyper intéressant en fait la méthode que vous avez choisie. Et qu'est-ce que ça vous a… Est-ce que vous avez des conseils à donner si d'autres souhaiteraient impliquer des patients dans leur projet de recherche? Est-ce que ça vous a beaucoup apporté? Est-ce que ça a été plutôt un frein? Est-ce qu'il y a des petites choses en fait qu'il faut penser qui peuvent améliorer l'expérience avec cette co-conception? Je ne sais pas si vraiment il y a des conseils à donner sur cet élément-là. C'est vraiment très enrichissant. Moi, j'ai trouvé, donc vraiment, je le conseille vivement. Et puis, c'est vraiment, en plus, on est vraiment complètement voilà, dans l'ère du temps où il y a les patients partenaires qui participent et qui font vraiment des retours puis on développe des solutions qui sont pour eux. Donc, l'idée, c'est de les développer avec eux pour que ça colle le plus à leurs attentes et à leurs besoins. Mais par contre, c'est vrai que je n'ai pas forcément de conseils. Ça prend du temps, ça demande voilà, toute une organisation pour réussir à faire tous ces tests. Mais vraiment, ça vaut le coup parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui sont parfois développées et qui restent dans un tiroir parce que finalement pas adaptées. Donc, nous, on essaie de passer un petit peu de temps avec eux en espérant que ce qu'on va produire à la fin soit vraiment utilisable, utilisé par les patients. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Je ne vois pas d'autres mains levées, a priori. Une dernière question, et après, promis, Sophie, on arrête de vous embêter. Est-ce que ça va nécessiter un dépôt de brevet, votre prototype? Ça sera encore une nouvelle étape, ça, à ajouter à votre parcours. Oui, après, je ne sais pas comment le dire, on n'est pas innovant dans le sens où ce n'est pas une innovation
ça pourrait déjà exister. L'idée, ce n'est pas d'en faire quelque chose qui soit breveté. Après, à terme, l'idée, c'est que ça serve à tout le monde. Et donc, on n'est pas dans l'idée de déposer un brevet. L'idée, c'est de le faire à terme reconnaître en dispositif de loisir pour qu'il puisse être utilisé, en tout cas dans les milieux hospitaliers ou dans les centres de rééducation. Mais voilà, on n'a pas cet objectif-là à l'heure actuelle en tout cas. Mais par contre, oui, on a besoin de le faire, une fois qu'on aura vraiment tout le matériel, de le faire reconnaître en dispositif de loisir pour qu'il puisse être utilisé. Et pas forcément en dispositif médical. Tout ça, c'est vraiment une étape qui prend beaucoup, beaucoup de temps et qui ne sera pas faite d'emblée. Et puis, on utilise déjà, nous, rééducateurs, des dispositifs de loisirs dans nos prises en charge, tels que la WI, tels que d'autres outils qui ne sont pas eux conçus pour les patients. Voilà, et du coup, parfois, ne sont pas forcément complètement adaptés. Voilà, mais du coup, c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas, on n'a pas forcément l'idée de déposer un brevet sur ce projet-là. Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous propose de nous arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas dans le chat en tout cas, ni de main levée dans les participants. Merci beaucoup Sophie, merci à tous pour votre participation et votre écoute. Je vous propose de retrouver très prochainement le replay de Sophie Hameau sur le site de la recherche paramédicale.fr. N'hésitez pas à le partager. Je profite d'être encore avec vous pour vous annoncer le prochain jeudi de la recherche, le 2 juin prochain, 14h30, pour découvrir les travaux de Mélanie Pestel, qui est de Brest. Et puisque nous arrivons presque au milieu de l'année, je fais un appel à candidature également pour la campagne de Jeudi de la Recherche 2024. Si vous souhaitez présenter votre parcours, vos projets, proposer une lecture critique d'articles, n'hésitez pas à nous contacter de manière à ce qu'on puisse incrémenter le planning 2024. Merci à tous pour votre participation. Merci, au revoir.